ça va jouer sur une question de distance et de rythme. Et de volume. Donc de rythme. Et de volume. Allez, on va parier. Bon, Antoine, la dernière émission, j'avais commencé qu'avec Taylor. Pour pas faire de jaloux, je commence avec toi. Mais C'est très gentil de ta tu te part. souviens à Montréal, quand Della Maddalena a battu Mohamed, il a dit, ça y est, Jack, c'est mon gars. Ouais. Est-ce que tu crois que Taylor, il va oser aller parier contre Islam Makhachev? Tu crois qu'il va oser ou pas aujourd'hui? Écoute, depuis qu'il parie sur Maddalena, Maddalena ne fait que gagner. Donc je vois pas pourquoi il arrêterait. Ne dis pas, mais je sens que t'as un petit air Écoute. coquin et que tu vas... Et moi, je vais te dire autre chose. Il y a un truc que tu as dit depuis qu'il a gagné contre Belal. Non, depuis son premier combat, Ouais, c'est C'est mon vrai, gars. c'est vrai. Je Depuis reconnais... son premier combat, je c'est mon reconnais gars. que tu en- Et je t'en dis parles lui, depuis c'est longtemps. mon gars. Bon, vous l'aurez compris, c'est le combat principal de cette UFC 322. Della Maddalena contre Makhachev pour la ceinture des moins de 77. Et puis chez les moins de 57 kilos féminins, le combat que tout le monde attend, Shevchenko contre Weili Zhang. C'est parti pour la carte, épisode 31. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick. BetClick, vous le savez, c'est l'appli officielle pour parier sur les combats à l'UFC. Là, j'ai deux gamblers avec moi, j'ai deux joueurs, Antoine Simon et Taylor Lapillus. Les amis, content de vous voir comme d'hab. Super content d'être là. Très Ouais, bien. comme Moi aussi, toujours. pareil. Tu sais, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais Antoine, il m'a dit quand je mets ce jogging rouge, c'est pour que Taylor il me voit arriver quand on fait les démonstrations, parce que sinon, il met un peu de temps à réagir. Une petite déclaration à ça? Bah, je le vois arriver depuis le parking avec son survêt rouge. Donc, Ah ouais, du je pense coup, que la personne peut le louper. Donc, bon. Personne peut le louper. Tu te fais flasher sur le périph' avec ça ou non, c'est bon, ça passe discret? Non mais écoute, Taylor a un combat à venir prochainement. Je voudrais pas le blesser à nouveau et que ça mette Voilà, son combat en... J'adore. Bon, en tout cas, t'as pas réussi à le blesser sur le premier épisode sur cette UFC Non, par 322 contre, lui qu'on m'a a bien fait. blessé au cou. Il est dit. ouais, c'est vrai que t'as dit aïe à la fin, on s'en souvient. Vous pouvez le retrouver, c'est sur YouTube RMC Sport Combat, avec le combat entre Benoît Saint-Denis et Benel Dariush. Aujourd'hui, on va parler de deux autres fights, donc les deux ceintures chez les hommes moins de 77, chez les femmes moins de 57 kilos. Vous allez aller à New York, tous les deux, on le disait, pour ce UFC 322, bord de cage, ça va être un kiff. Et il y aura une émission spéciale, bien entendu, sur RMC Sport. Est-ce que cette carte, est-ce que ce main event, il est à la hauteur du Madison Square Garden? On a vu des Jones Miocic, on a vu des Alvarez McGregor, on a vu des Pereira, on a vu des Adesanya, il y a eu beaucoup, des Ousmane, il y a eu du très très lourd, évidemment. Là, celui-là, c'est un gros kiff aussi. Ah oui, bien parce sûr. que en fait, c'est deux des combats qu'on rêve de voir dans deux catégories de poids différentes. Chez les moins de 77, Makhachev, c'était la star absolue en moins de 70. Il monte de catégorie pour tenter de prendre une deuxième ceinture contre Maddalena, qui est le numéro 1 de la catégorie. Donc là, on a deux champions face à face. Et de l'autre côté, on a les deux meilleures combattantes, toutes catégories de poids confondues, clairement. Je ne sais pas si Taylor sera d'accord avec moi. Weili Zhang et Shevchenko, il n'y a pas mieux à l'UFC. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai été très agréablement surpris. Quand j'ai vu les combats s'afficher, je me suis dit, waouh, C'est bien. Waouh. qu'est-ce qu'ils vont. Je me suis dit, mais ils vont faire quoi en décembre, du coup? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? En décembre, Parce que ouais, c'est vrai que j'ai été très surpris et je me suis Ouais. dit, ça, c'est un événement qu'on doit faire. Et puis, bon, bah, on va y aller. Puis il y a ton gars, il y a Jack. Et puis, il y a Il y a Jack. Faut dire, parce que dans l'épisode BSD, on disait, premier épisode de la carte qu'on avait fait, il y avait Benoît Saint-Denis de Simpoint. Mais dans le premier épisode, il y avait aussi Jack Della Maddalena contre Gilbert Burns. Et là, on est obligé de te faire un clin d'œil parce que tu avais dit Jack Della Maddalena déjà. Donc, tu y croyais avant même qu'on y pense pour une ceinture. Et finalement, il est là aujourd'hui. Il est vraiment très bon. C'est moi, encore une fois, quand j'ai vu son combat et tout, son premier combat, je me suis dit, lui, il est vraiment très, très, très solide. Et puis, bah, il est monté en puissance. Et surtout, il déjoue les grappleurs et les lutteurs. Ouais. Et il s'est beaucoup amélioré avec le temps. Et là, je témoigne. On a commenté les premiers combats de Maddalena avec Taylor. Et je me rappelle très bien en cabine, il était comme un fou sur l'anglaise de Maddalena. Il dit, regarde les combinaisons qu'il fait, regarde les mouvements qu'il fait, c'est incroyable. Il était vraiment abasourdi par ce qu'il voyait. Et effectivement, on l'a vu monter en puissance. Au début, on avait des doutes un peu sur ses défenses de lutte, des choses comme ça. Puis Ouais, il finalement, avait avec le tendance temps, à se laisser un peu aller. ouais, En c'était se un disant, peu- bon, dès que je me relève, je Ouais. te tape dessus. Bon. Et là, c'est vrai qu'il a amélioré ça. En tout cas, c'est un gars qui a la carrure d'un champion. Et donc, c'est un gars aujourd'hui, Jack Della Maddalena, qui a la carrure aussi pour avoir sur ses épaules et sur celle de Makhachev le main event de cette UFC 322 au Madison Square Garden. Allez, on a déjà parlé un petit peu donc, du champion Jack Della Maddalena, juste parce que tu m'as repris un petit peu en off, Antoine, mais tu as raison. Je disais, c'est quand même Jack Della Maddalena qui porte cet événement puisqu'il est en tête d'affiche, mais Makhachev, c'est lui la grosse star du moment. Et il faut dire que ouais, il a de quoi être une énorme star. Bon, déjà protégé de Khabib, donc ça a déjà, quand il est arrivé, quand il a commencé à gagner beaucoup de combats, ça a joué pour son storytelling. Là, il a 15 victoires d'affilée à l'UFC. S'il gagne, il passe à 16.
record actuel d'Anderson Silva, pour Islam Makhachev. Est-ce que là, pour vous, c'était le bon move pour lui? On parlait dans l'épisode précédent de la catégorie des moins de 70, vous n'étiez pas d'accord. Vous pouvez aussi aller voir ça, c'est toujours sympathique. Mais est-ce que c'était le bon move pour lui de monter en moins de 77 là? En fait, moi, ce qui m'impressionne avec la carrière de Makhachev, surtout ces dernières années, c'est qu'il fait que les bons choix. Un peu comme Khabib à l'époque. C'est-à-dire, comme par hasard, lui, quand il se retrouve pour un combat, c'est toujours le bon combattant au bon moment. Et là, en l'occurrence, il avait le choix de rester dans sa catégorie, prendre Topuria qui est en train de monter, ou de monter de catégorie pour aller affronter Madalena. Il s'avère que ce combat avec Belal Mohamed, qui s'entraîne déjà avec Makhachev et qui a perdu contre Della Madalena, ça a peut-être incité Makhachev à monter de catégorie. Et s'il a choisi ce combat, c'est pas pour rien, à mon avis. C'est qu'il sait qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. T'aurais préféré voir un Topuria Makhachev en moins de 70? Est-ce que l'UFC s'est dit, tiens, on va séparer les deux pour continuer à faire des gros fights pour eux et peut-être qu'un jour ils se rencontreront? Qu'est-ce que t'aurais préféré faire? Qu'est-ce que l'UFC aurait dû faire? Alors, je pense qu'ils auraient préféré effectivement faire un Topuria contre Makhachev. Mais au moins, ils conservent les deux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UFC, c'est le casino. Ils gagnent toujours. Donc, là, Makhachev a décidé de monter de catégorie. S'il gagne, ça sera encore plus gros de faire un Makhachev contre Topuria. Ouais. Parce que là, du coup, tu as un Makhachev qui est champion des 70 kilos, champion des 77 kilos, contre un Topuria qui a été champion des 66 kilos et champion des 70 kilos. Donc, bon, tu vois, ça se vend tout seul. Ouais. Donc, du coup, j'ai envie de te dire, voilà, ça se fait pas maintenant, mais c'est reculer pour mieux sauter. Il y en a pas marre de ces gars qui vont dans plusieurs catégories, on leur fait des passes droits pour qu'ils accèdent directement à la ceinture, comme là. Est-ce qu'il n'y en a pas marre? Même si là, c'est deux gars hyper... Ça dépend de quel gars. C'est deux gars hyper légitimes, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, ça perd sa saveur. Tu vois. Alors, ça dépend de quel gars, ça dépend de ce qui se passe dans la division, et surtout, en fait, chaque combattant a envie un peu d'écrire son histoire, a envie de faire des trucs que très peu de combattants, en tout cas, vont réussir à faire, et voire aucun autre combattant va réussir à faire. Donc, du coup, forcément, au bout d'un moment, quand on a un Makhachev qui a un peu battu tout le monde et un Topuria qui a un peu battu tout le monde, qu'est-ce qu'ils se disent? Je vais aller faire un saut et je vais aller dominer une autre division. Et ce qu'on retiendra de moi, c'est que j'ai été double champion et que surtout, j'ai dominé 2 divisions. Et il y a aussi des stats, je disais, les 16 win streak qui peut égaler. Donc, d'Anderson Silva, c'est assez fou. C'est un des plus gros records de l'UFC. Hein. En vrai, c'est un truc de fou. Et ça, il ne l'aura jamais puisqu'il a déjà perdu à l'UFC. Mais le record pour des mecs qui ont minimum 10 fights à l'UFC, c'est 100% de victoire. Khabib Nurmagomedov. Le deuxième dans cette stat-là, c'est Makhachev, 94%, puisqu'il a perdu qu'une seule fois. Et depuis, il dérouille tout le monde en vrai. Donc c'est assez fou ce qu'il arrive à faire. Techniquement, Taylor, on va s'attendre à quoi sur ce combat-là? On connaît le striking de Della Madalena. On connaît la lutte, le grappling de fou furieux de Makhachev. Tu t'attends à quoi? Tu viens de le résumer. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, alors maintenant, je vais mettre un peu de profondeur à ça. C'est que Makhachev s'est amélioré dans son striking. Il a mis KO Volkanovski quand même. Ouais. Donc, la droite contre Oliveira avant de le finaliser. Donc, c'est quelqu'un qui s'améliore dans son striking, très clairement. Et on a de l'autre côté un Madalena qui, lui, s'améliore dans sa lutte et son grappling. Quoi qu'il arrive, c'est une opposition de style comme on les aime. C'est un striker contre un lutteur. Celle-ci est, je pense, peut-être la plus simple de l'histoire de la question pour Antoine. Magnifique. J'espère que tu sauras y répondre. Antoine, avec son sacre à l'UFC 315, Della Madalena a honoré son pays, l'Australie. Quels ont été les autres champions australiens à l'UFC? Volkanovski. Oui, et il y en a eu un autre. Whittaker. Bravo Antoine, bravo, félicitations. Tu remportes cette question pour Antoine, t'as pas eu besoin de l'été, t'avais la réponse évidemment. Là, ce serait con de dire non, parce que mais c'était facile, vu que t'as les réponses quoi qu'il arrive, mais c'était facile. On va passer aux démonstrations de ce main event UFC 322. Taylor, que doit faire le champion actuel des moins de 77 pour battre son challenger tout nouveau dans la catégorie? C'est très simple. C'est très simple. C'est ça. En plus, ça va l'être. Hein. C'est de rester debout, voilà. Vous comprenez pourquoi du coup je le dis en rigolant, parce que c'est pas simple du tout. Alors, face à Makhachev, c'est un peu chaud. Donc en fait, il doit utiliser son striking, faire ce qui a fait son succès, c'est-à-dire déjà mettre sous pression Makhachev. Ça, c'est la première des choses. Alors vas-y, avec son striking, c'est long segment. Il ne doit surtout pas se mettre dans une dynamique où il va reculer et se déplacer dans la cage. Très mauvais plan. Donc il a besoin de mettre sous pression Makhachev, ce qui fait que au moment où il le mettra sous pression, quand Islam va vouloir rentrer, il aura un petit temps d'avance qui va l'aider à faire les défenses. Après, il y a la lutte en chaîne de Islam qui est un problème. C'est un autre flow. Mais première étape, c'est ça. Mais sur la première étape et sur les premiers timings, le fait qu'il met la pression fait qu'il pourra venir défendre les tentatives de takedown de Islam Makhachev. Ce qui permet juste de voir qu'en scramble et en défense de lutte, il s'améliore aussi, JDM. Exactement, il s'est bien amélioré. Ensuite, ce qui va venir faire la différence,
c'est la qualité de son striking. On l'a dit, Islam Makhachev s'est amélioré, mais malgré tout, la qualité du striking, et surtout en boxe anglaise, bon, il n'y a qu'à voir son nez d'ailleurs pour en témoigner, fait la différence. Donc, de par le coup d'œil qu'il va avoir et la qualité des coups qu'il va mettre, qui fait que quand il va toucher, généralement, ça fait la différence. Donc, il a un travail, on le sait, où il va venir travailler au corps. Je pense qu'il y a aussi cette solution-là qui est une bonne idée, de passer par le corps, parce que dans les débuts de combat, comme l'a dit Antoine, il a des bonnes esquives, Islam Makhachev. Il bouge plutôt bien la tête. Donc je pense que dans un premier temps, il doit venir frapper au corps pour pouvoir fixer Makhachev. Ensuite, prendre de l'énergie et taper dans le ventilateur à chaque fois qu'il le peut. Et après, remonter à la tête et faire des dégâts. Multiplier les dégâts, changer de garde comme il le fait, c'est-à-dire que frapper là, venir ici, passer en gaucher, revenir ici et passer de l'autre côté comme il sait le faire. Il arrive vraiment à développer sa boxe dans les deux gardes. Donc, et surtout, il le fait offensivement et défensivement, c'est-à-dire qu'il arrive à boxer comme ça. Ensuite, au moment où on va rentrer, passer en droitier, revenir en gaucher, pardon, et ensuite revenir en droitier pour continuer à faire des dégâts tout en esquivant, revenant. Ouais. Et faire des dégâts derrière. Donc, et en défendant, bien sûr, à chaque fois les tentatives. Alors, justement, et en parlant aussi de défense, de contre, JDM, il encaisse plutôt bien et il a une capacité à répondre assez vite. Donc si, justement, on sait que Makhachev s'est amélioré en striking, il arrive à placer une droite, une gauche, un coup qui fait mal, comment est-ce que JDM a l'habitude de répondre ? C'est un gros crochet assez large qui fait en compte. Comment est-ce qu'il fait d'habitude ? Il a plein d'armes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a son crochet où il va venir là et revenir de l'autre côté, où il va venir travailler au corps et remonter à la tête. Il n'hésite pas à rester ancré au sol. Ouais, il accepte de prendre le coup et répond. Longues. Sur les débuts de combat, Makhachev, il a tendance un petit peu à être un petit peu en retard sur ses timings. C'est-à-dire qu'on regarde le combat, par exemple, contre Moïcano, il est mal à l'aise, clairement, sur le striking de Moïcano. Donc, peut-être est-ce le physique, peut-être est-ce le timing des frappes, mais néanmoins, il reste mal à l'aise. Donc, je pense que dans un premier temps, il a besoin de rester ancré, faire des dégâts, lire un petit peu le timing de Makhachev et surtout se souvenir que à un moment donné, au moment où il va commencer à toucher, voilà ce qui va se passer. Donc, rester bon dans sa défense, venir là et surtout essayer de défendre, et ça c'est la difficulté pour moi, essayer de défendre les amener au sol d'Islam Makhachev avec ce qu'on appelle des early defense. C'est-à-dire que il ne va pas attendre que son adversaire lui ait mis la main dessus déjà. Là, ça, c'est problématique. C'est trop tard. Parce que du coup, à partir du moment où on arrive là, on est dans une dans le jardin d'Islam. Ouais, on est dans le monde de Makhachev. Là. On arrive dans le monde de Makhachev et on arrive dans un domaine où un lutteur de base, vous allez peut-être réussir à venir ici, défendre là, contrer les biceps et sortir. Mais Makhachev, c'est pas un lutteur comme les autres. Il a une lutte en chaîne qui est extraordinaire. Il sait utiliser les crocetages, les balayages et en même temps tout ce qui va être la lutte freestyle. Donc je pense qu'à partir du moment où Makhachev arrive là, c'est un problème. Surtout, encore une fois, dans les débuts. Idéalement, c'est au moment où il rentre, en fait, il faut qu'il le stoppe là. Déjà, il est en train de partir, en train de se désaxer ou en train de le bloquer. Voilà. Et le laisser passer. Donc, un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez pu suivre les Jeux Olympiques de lutte qui sont passés dernièrement, où les Japonais avaient mis un vrai système de défense, où ils étaient ici, et à chaque passage, il passait, hop, et venait vraiment annuler leur opposant géorgien et russe. Donc, je pense qu'il faut vraiment utiliser ce système-là, c'est-à-dire à chaque fois des early defense pour pouvoir défendre la lutte de Makhachev, derrière faire des dégâts et surtout, constamment, le maintenir sous pression. Okay. Alors, que doit faire Islam maintenant ? C'est toi qui vas nous exposer sa clé et c'est Taylor qui va faire Islam. La clé d'Islam, ça va être imposer sa lutte, bien évidemment. Donc, éviter le striking puissant de Jack Della Maddalena. Alors pour ça, je trouve, même si Taylor met ça en perspective, c'est quelqu'un qui esquive très bien les coups. En fait, si vous regardez ses derniers combats, il y a très peu de combattants qui ont réussi à enchaîner 2 coups consécutifs sur Islam Makhachev. Okay. Ça peut arriver sur les fins de round, sur les fins de combat. En général, quand il commence à fatiguer, mais en début de combat, c'est très dur. Parce qu'il se déplace énormément. Taylor, vas-y, t'es Islam. Donc voilà. Si je suis Jack Della Maddalena, je vais rentrer avec des combinaisons. Voilà, il arrive à sortir, donc il recule pas forcément en ligne. Il peut reculer, il peut se désaxer également, et surtout il peut esquiver, retrait de buste et remiser. Ça lui arrive aussi des fois. Bam. Voilà, ça peut gêner Della Maddalena, même si Della Maddalena a une tête en pierre. Donc au final, il sera capable d'en prendre quelques-uns. Donc déjà, c'est la première étape. Éviter le striking de Della Maddalena et surtout. Au niveau de la lutte, en fait, il a expliqué très bien. Il a tout le bagage du lutteur dagestanais en lui. C'est-à-dire qu'il est capable de lutter dans toutes les positions. Il a tout. Alors, sur les phases au centre de la cage, ça peut être du timing. Par exemple, si Della Maddalena décide de rentrer, hop, regardez,
Il est déjà passé sous le coup, et une fois qu'il vous met la main dessus, ça c'est le problème. Et ça ne s'arrête plus. En fait, si vous avez vu les combats d'Oumar dernièrement, même de Merab ou de Khabib, bah voilà, c'est tout ce qu'est capable de faire Islam Makhachev. Donc, lutte en chaîne, lutte en timing, les transitions pareilles au sol qui sont incroyables. En fait, il a tout ça en lui. Donc, Della Maddalena, s'il arrive à lui mettre la main dessus, il va défendre, bien sûr, parce qu'il défend très bien. Il est puissant également, il a un gros physique. Mais malgré tout, regardez, je défends le single leg. J'arrive à dégager ma jambe, hop, je suis pas pour autant sorti d'affaire. J'essaie de me dégager de là, il y a un crochetage qui arrive, je me retrouve au sol. Et une fois au sol, là aussi c'est compliqué. Parce que Della Maddalena, il a beau être bon dans ce domaine, il s'est beaucoup amélioré. Il va essayer de se relever tout de suite. Le problème quand on essaie de se relever, bah, c'est qu'on s'expose. Ouais. Là, j'essaie de partir. Laisse-moi partir. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah, et regarde ce qui se passe. Et là, on se retrouve en dos Bronx, Makhachev. Ouais, c'est ça. Tout d'un coup. C'est ça. Et en fait, dans tous ces combats, on voit ça. Là, j'ai revu Moïcano. Moïcano, dès qu'il se retrouve au sol, et en fait, dès que tu essayes de fuir, ça donne une information à Islam et ils sont saisis pour faire quelque chose. C'est ça qui est flippant. En fait, le problème, c'est que quand vous fuyez, que ce soit au sol ou en lutte, ou même debout, et ben on a tendance à laisser des petites ouvertures. C'est-à-dire qu'on va fuir en boxe, on va sortir un petit peu la tête à la fenêtre. Et du coup, on va se faire cueillir. On va sortir en lutte, on va tourner un peu le dos, on va laisser un peu la tête qui traîne. Et du coup, on va se faire finaliser. Donc en fait, lui a su masteriser ça et dire, OK, au moment où il y a une erreur qui va être faite, à partir du moment où on va revenir sur ce bras-là, il va laisser telle ouverture. Il va revenir de l'autre côté, il va laisser telle ouverture. Et du coup, il est redoutable. C'est sympa d'avoir pris la parole pour Antoine parce que je pense qu'il avait été un peu tapé en cardio là, sur cette petite tentative de fuite. Et justement, c'est le dernier truc que je veux te demander, le cardio de Makhachev. Alors ça, c'est la vraie inconnue, parce que Makhachev monte de catégorie. Alors on sait, il avait du mal à descendre 70 kilos. Là, il va être plus à l'aise, le cutting sera moins dur. Maintenant, en face de lui, c'est un gros gabarit. Della Maddalena, il est costaud, il est physique, et on l'a vu sur ces derniers combats, quand on arrive le 4e, 5e round, Makhachev, il a tendance à se fatiguer. D'autant plus si sa stratégie de départ, c'est la lutte. Parce qu'ils vont dépenser beaucoup d'énergie, même si Taylor nous explique régulièrement qu'un combattant se fatigue moins lorsqu'il combat dans son domaine de prédilection. Mais là, en l'occurrence, lutter pendant 4 rounds avec Della Maddalena, ça risque quand même de taper dans le cardio. Allez, c'est le moment de parier, c'est le moment de faire un mini bilan par rapport à vos résultats. On est à 7-5, on l'a dit dans l'épisode précédent, et on verra si Antoine a réussi à prendre 2 points et donc à revenir à hauteur de Taylor, qui veut prendre la main pour parier, pour pronostiquer sur ce Della Maddalena contre Makhachev. Taylor, tu vas ? Ouais, je vais commencer. Allez. Et moi, je pense que Jack Della Maddalena va le faire. Je pense qu'il va réussir. Ouais, je persiste. Il fait que gagner grâce à lui. Jusque-là, à chaque fois que j'ai dit Maddalena, il est passé. Donc, déjà, il y a un petit peu cette énergie-là. Et puis même, au-delà de ça, quand j'analyse, je pense qu'il peut le faire. L'équipe de Khabib sait préparer les combats. Malgré tout, j'ai la sensation que dès que les combats durent, ils ont à peu près tous le même problème. Il y a un manque de caisse. On l'a vu avec Oumar, on l'a vu avec Ousmane, on l'a vu avec même Islam, où on sent qu'il est un peu moins frais. Alors, tous les combattants, mais eux particulièrement. Donc, je pense que le temps sera un allié dans ce combat-là pour Jack Della Maddalena, que sa qualité de striking en sera aussi une, que c'est sa capacité à défendre la lutte et surtout l'avantage physique, parce que même si on a un Islam Makhachev qui était très costaud à 70 kilos, malgré tout, là, il aura en face de lui un vrai welterweight. Et à mon sens, on en parlait en off, mais faire monter Islam en lui faisant une prise de masse, ça serait à mon sens une grosse erreur, et je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas faire ça. Donc l'avantage physique, a priori, sera à mettre au crédit de Maddalena. Bref, au vu de tout ça, je pense que... et puis de la tendance actuelle qui est que on a pas mal d'upsets qui se font en ce moment. Ah là, ouais, c'est clair. Donc je pense que Jack Della Maddalena va garder son titre et s'imposer dans ce combat-là. Si tu dois prendre une option, ce que tu nous as dit pourrait emmener à la décision. Si tu dis que Makhachev va être un peu plus dans le dur sur les championship rounds. Ouais, je pense que Maddalena peut avoir un peu chaud aux fesses, un R1, R2. Ouais. Pas passer loin de se faire finaliser. Okay. Donc il y a la décision potentiellement pour Jack. Mais derrière, moi, je vois Maddalena s'imposer et je pense qu'il va le faire à la décision. Alors il a pas beaucoup de décisions dans sa carrière. Par contre, 3 de ses 4 dernières victoires sont à la décision pour Jack Della Maddalena. Donc, il a l'habitude de faire durer les combats sur ses derniers fights. Dont la dernière pour la ceinture. Exactement, contre Belal Mohamed. Et là, il fallait tenir le cardio aussi contre Belal, qui est un lutteur. Mais qui n'a pas lutté du tout dans le combat. Qui n'a pas lutté dans le combat, mais bon, malgré tout, il a réussi à le faire déjouer. Qu'est-ce que tu pronostiques, Antoine ?
Bah, moi, je vais aller dans l'autre sens. Hein. Je vais pronostiquer Islam Makhachev, bon, déjà parce que je suis en retard et voilà, ça m'arrange. Mais en plus, sincèrement, je pense que Makhachev peut le faire. Je pense qu'il a plus d'armes à faire valoir. Je pense qu'on a encore quelques inconnus au niveau de la Madalena parce que son dernier combat, effectivement, c'est contre Belal Mohamed, qui est un formidable lutteur, mais qui n'a pas lutté dans le combat. Donc, on n'a pas vu ce que ça donnait, en fait, Della Madalena à défendre la lutte pendant 3-4 rounds. Et puis, effectivement, même si Makhachev a tendance à se fatiguer sur la fin, s'il a gagné les 3 premiers rounds, ça ne me dérange pas qu'il se fatigue au 4e et au 5e parce qu'il aura déjà 3 rounds en poche. Maintenant, il peut se faire mettre KO, bien évidemment, mais encore une fois, je dis, hein, Makhachev, il a une très bonne défense contre le striking. C'est l'un des combattants dans la catégorie lightweight qui prenait le moins de coups, attention. J'ai jamais vu personne lui envoyer 2 coups de suite à la tête. Il a des très belles esquives, et puis cette lutte en chaîne qui est tellement incroyable. Et puis à côté de ça, moi, ce qui va me faire pencher en faveur de Makhachev, c'est le fait tout simplement qu'il ait choisi ce combat-là. Makhachev, tous les combats qu'il choisit, il les gagne parce qu'il sait exactement ce qu'il va faire et il sait exactement comment il peut le gagner. Donc tu le vois remporter ce combat. De quelle manière? Je pense qu'il va s'imposer par décision parce que ça va être compliqué. Donc je pense Makhachev vainqueur. Maintenant, décision ou même soumission. Parce qu'en vérité, s'il arrive à imposer sa lutte et son grappling pendant 2-3 rounds, Della Madalena va se fatiguer lui aussi. Et il n'est pas à l'abri de se faire soumettre sur la fin. Moi, je vois bien Makhachev gagner. Franchement, ça me ferait trop peur de parier. Comme tu dis parfois pour Pereira, c'est trop dur de parier contre lui. Tu l'as fait, tu t'es fait avoir. Mais bon, en tout cas, moi, je vais parier du côté de Makhachev. Et justement, je vais dire Makhachev, comme tu l'envisages aussi dans ton prono, que dans le premier, dans le deuxième round, il puisse être très puissant, très, très incisif, très explosif, et que du coup, il puisse réussir à finaliser dans ce premier ou ce deuxième round le champion Jack Della Madalena pour lui prendre sa ceinture. C'est la supercut que je vous propose. Allez, on parle du co-main event de cette UFC 322 avec un combat féminin pour la ceinture des moins de 57 kilos. Valentina Shevchenko pour la deuxième défense de ce nouveau run qu'elle a entamé avec cette première défense, notamment contre Manon Fiorot. Et Weili Zhang qui monte de catégorie, qui est en moins de 52 et qui va prendre ce combat dans la catégorie du dessus. Est-ce que c'est le meilleur combat féminin qu'on pouvait espérer voir actuellement à l'UFC, les gars? Totalement. Sans aucun doute. Sans aucun doute, il n'y a pas de question. Ça veut dire que vous mettez aussi la question, et tu l'as posée aussi, Antoine, est-ce que c'est deux des meilleurs combattants de quoi qu'il arrive de l'histoire de l'UFC pour Shevchenko? Il n'y a pas de question. Weili, tu la mets dedans aussi? Non, mais les deux, je les mets dedans. Ce qu'elles ont fait dans leur catégorie, ce qu'elles ont montré. Aujourd'hui, Weili, c'est normal qu'elle monte de catégorie, parce que quand on voit les challenges qui lui restent en strawweight, il n'y a plus rien. Elle est au-dessus de tout le monde. Et là, on voit la nouvelle championne Mackenzie Dern. Je ne suis pas sûr que Mackenzie Dern, elle tienne 3 rounds contre Weili Zhang. Mais quand tu dis c'est la meilleure, Taylor, toi, tu la mettrais devant... Je rigole parce qu'il dit 3 alors que c'est 5 rounds. en plus. Oui, donc c'est dire à quel point donc 5, c'est pas mal. Allez, je claque. Un petit coup de rafale, ça fait du bien. C'est un nouveau problème qui va se présenter à Shevchenko, parce que Weili Zhang, c'est un profil de combattante qui est très différent de ce qu'elle a pu voir par le passé. Elle est très complète, elle sait tout faire, elles ont plus ou moins les mêmes armes. Et je pense que tout va se jouer au niveau du rythme dans ce combat. Alors, tu veux qu'elle impose, tu penses qu'elle doit imposer un faux rythme? Montre-nous en tant que Valentina ce qu'elle peut imposer en faux rythme. C'est que Weili Zhang, elle va rentrer avec des combinaisons. Elle va essayer d'envoyer beaucoup de coups, d'accord? L'idée pour Shevchenko, c'est de ne pas prendre tous ses coups. Ah, je suis désolé pour ça. C'est une petite claquonnette, par contre, celle-là. C'était gratos, j'avoue. Donc, il y a du rythme. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'elle arrive à calmer les ardeurs de son adversaire. La distance, déjà, elles font quasiment la même taille, mais elle a beaucoup plus d'allonge. Vas-y, Taylor, montre-nous la distance, comment tu la maintiens. Et la force de Shevchenko, c'est son striking. Donc, bien sûr, les kicks vont être une clé. Voilà, le high kick qui va calmer tout de suite Weili Zhang. Les front kicks également, qui sont ouf. Ils vont lui permettre de maintenir Weili Zhang à distance. Et si elle peut faire reculer Weili Zhang, c'est encore mieux. Parce que lorsqu'une combattante recule, elle ne pourra pas attaquer en lutte, ça va être compliqué. Et surtout, elle va être obligée de se déplacer pour sortir du grillage. Et là, regarde, j'arrive pas à sortir du grillage. C'est trop dur. D'autant que si elle a un moment réussi à cadrer son adversaire, Valentina, il y a la lutte offensive qui est bonne, et puis défensive si elle a besoin de l'utiliser. En fait, l'avantage de rester à distance, c'est qu'on l'a expliqué dans les précédents combats, c'est que si Weili Zhang, à un moment, veut attaquer avec un kick, elle a le temps de le voir arriver, elle veut attaquer avec une combinaison, elle peut l'esquiver, elle peut même sortir. Et si elle veut attaquer en lutte, voilà. Et la lutte de Valentina, comment est-ce qu'elle s'en sert, elle? En fait, Valentina a une lutte à la fois offensive, à la fois défensive. Je pense que la clé pour elle, c'est pour calmer les ardeurs aussi, ce qui peut être pas mal, c'est de bloquer son adversaire contre le grillage. Donc, voilà, j'attaque, elle vient me recoller contre le grillage, et derrière, là, c'est l'épreuve de force. Or, Valentina,
c'est la championne de la catégorie supérieure. Ah, en l'occurrence, ce sont la même catégorie aujourd'hui, mais a priori, en termes de puissance, elle est bien. Donc elle aura de quoi faire. Même si Weili Zhang sait également lutter, Weili Zhang va dépenser plus d'énergie dans ces phases. Et surtout, toutes ces phases de contrôle contre grillage, c'est des phases où Weili Zhang va rien produire en fait. Elle va défendre. Elle essaie de défendre, elle essaie de sortir. Valentina essaie de la bloquer. Et attention aux sorties, exactement, on l'a vu là. Avec la sortie en high kick. C'est-à-dire si j'arrive à me dégager, rien n'empêche Valentina d'envoyer un coup en contre. Okay. Et à côté de ça, elle a de très bons contres, Valentina Shevchenko. Donc si elle rentre Weili Zhang avec une combinaison, pam, elle peut se faire contrer. Et franchement, elle peut se faire endormir. Parce que Valentina, elle frappe très très fort. Ok, donc la clé que tu viens de décrire et que vous venez de décrire là pour Valentina Shevchenko, comme souvent, hein, elle va être en liaison avec ce que tu vas nous dire pour Weili Zhang. Parce que Weili Zhang, elle, c'est une pile électrique. Il y a beaucoup d'explosivité, elle est plus basse sur son centre de gravité, donc elle peut aussi placer ses appuis assez facilement pour frapper fort. Donc ce que tu vas nous montrer pour Weili Zhang, c'est une fille qui est capable d'envoyer beaucoup de volume et beaucoup de rythme. C'est ça. Alors, sortir en fait de sa zone de confort, Valentina Shevchenko. Une des armes qui est inquiétante un peu du côté de Shevchenko, où je vois vraiment ça comme un game changer, c'est le high kick jambe arrière de Shevchenko. Il est très dangereux, elle le masque plutôt bien, et du coup elle a beaucoup de succès là-dessus. Donc je pense que pour pouvoir réduire cette arme-là et pas jouer avec le feu, à mon avis, il va falloir imposer une espèce de petite distance qui va arranger Weili Zhang, où elle va pouvoir se positionner là, qui fait qu'elle sera beaucoup moins inquiétée par le high kick jambe arrière de Valentina Shevchenko. Et par contre, elle pourra mettre en avant sa vitesse, son explosivité qu'elle a, qui est supérieure à celle de Valentina Shevchenko. Est-ce que ça mixe entre pied-point ou alors c'est beaucoup au niveau de l'anglaise? En fait, c'est un mix. Alors, c'est du pied-point parce qu'elle peut rentrer avec des points et ensuite venir shooter avec les jambes. Mais ce que je pense, c'est qu'elle doit alterner en fait entre deux distances. Parce que d'un autre côté, alors, elle a aussi des très bons coudes et genoux. Weili. Ouais. Maintenant, je pense qu'elle doit alterner. C'est-à-dire rester soit très loin de Valentina, ou alors au moment où elle va être ici, donc elle est loin, et d'un coup, elle rentre là, elle peut combiner et venir travailler avec des accélérations et utiliser son explosivité. À mon avis, elle doit alterner entre ces deux distances-là. Rester dans la boîte, échanger et faire parler son explosivité et son volume qu'elle a, qui est supérieur à celui de Valentina Shevchenko, et de temps en temps, rester à distance. Et sachant que Valentina Shevchenko a tendance quand même, malgré tout, à de temps en temps être un peu attentiste et pas faire grand-chose. C'est le pro rythme dont on parlait. Que dans ces moments-là, Weili Zhang a tout intérêt à ressortir, à rester à distance, recharger un peu les batteries. Et au moment où elle le sent, rentrer avec une grosse explosivité, toucher et venir faire des dégâts. On va parier, on va donner nos pronostics, des avis qu'on a déjà donnés là, avec ces démonstrations dans la cage. Les gars, Antoine, qu'est-ce que tu vas pronostiquer donc, pour Shevchenko ou Weili Zhang? Bon, vous n'êtes pas d'accord déjà sur le premier combat, donc là, vous pouvez vous mettre d'accord. Il y aura forcément un de vous deux qui se départagera par rapport au résultat de cette carte. Alors, je pense que si le combat doit se finir avant la limite, c'est Shevchenko qui a le plus de chances de finir. Parce qu'elle a une grosse puissance de frappe, elle peut l'accueillir sur un high kick, sur un coup de pied, sur des frappes avec les poings, même sur une soumission, parce qu'elle a une très bonne soumission. Maintenant, en termes de stratégie et de fraîcheur, je pense que Weili Zhang est devant. Je pense que la motivation également est davantage du côté de Weili Zhang, qui monte de catégorie, qui va chercher une deuxième ceinture. On l'a vu sur ses derniers combats, Shevchenko, elle manque un peu d'envie, je trouve. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence pour Weili Zhang. Beaucoup de volume, beaucoup de rythme pour faire plaisir à Taylor. et je vois une décision en faveur de Weili Zhang. Ok, Weili Zhang qui va prendre cette ceinture chez les moins de 57 kilos, du coup, pour Antoine. Taylor, c'est la même chose ou vas différer un petit peu d'Antoine? Non, je suis d'accord avec Antoine. Okay. Je vois une décision pour Weili Zhang. Je pense que la fraîcheur qu'elle a va faire la différence. Encore une fois, elle monte pour aller chercher une ceinture. Donc, c'est aussi une motivation supplémentaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes champion depuis autant de temps, 14 combats pour la ceinture, c'est quand même beaucoup. Et ben malgré tout, quoi qu'on en dise, c'est dur de garder le mordant et de rester quand même affûté en tant que champion. Et j'ai la sensation qu'on commence à le ressentir sur les performances de Valentina Shevchenko. Ça commence à se sentir un petit peu, on la sent un petit peu moins dans le truc. Donc, alors que de l'autre côté, on a une Weili Zhang qui, elle, monte de catégorie. Donc, elle monte avec l'assurance de la championne. Et en même temps, elle monte pour aller conquérir quelque chose. Donc, on a toujours plus d'énergie quand on peut aller conquérir que quand il faut défendre. Donc, au vu de tout ça et du style de striking de Weili Zhang, je pense que Weili va s'imposer. Moi, je vais différer un petit peu de vous deux cette fois-ci parce que je vais plutôt... croire en la championne déjà par rapport à cette atout puissance puisqu'elle est dans sa catégorie, qu'elle connaît mieux, qu'elle maîtrise mieux. Et puis j'ai quand même revu pas mal de combats qu'elle a pu faire, Shevchenko.
Et je me dis qu'une victoire par KO TKO sur l'intégralité du combat, sans préciser un round, peut être une bonne option pour Valentina, puisque pour moi, si elle l'emporte, c'est comme ça. Et si je vois un scénario, tu vois, par exemple, j'ai revu ce qu'elle a fait contre Andrade, mais voilà, être performante en lutte, l'emmener au sol, et puis derrière un gros ground and pound qui permet de terminer son adversaire. Donc je vise pour la supercut une victoire par KO ou par TKO de Valentina Shevchenko. J'ai remarqué un truc quand même sur les démonstrations. Tu sais, on dit souvent quand un mec prend une droite un peu dire et qu'il sourit, c'est qu'il a vraiment bien prise. Antoine, il fait souvent des trucs, surtout sur les front kicks. Ça veut dire que je l'ai pas pris. D'accord, ça veut dire que tu l'as pas pris. Il y a beaucoup de ralentis de replay à se faire avec Antoine Simon. Bon les gars, merci. Je vais vous libérer. Là, vous allez aller vers l'aéroport dans pas très longtemps. Direction New York City, direction de Madison Square Garden. C'est ça. Pour commenter tous les deux en bord de cage cette UFC 322. Et donc, on l'espère, une victoire notamment de Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush pour entrer dans le top 10. Et puis, les deux autres combats, main et co-main, pour la ceinture des moins de 77 et moins de 57 chez les filles avec Valentina contre Weili Zhang. Merci à tous les deux. Merci Charles. Décalage horaire, ça va, vous allez gérer, vous avez l'habitude. C'est rien. C'est deux chambres différentes ou vous avez la même bedroom quand vous êtes aux États-Unis. Bon, vous en verrez peut-être un petit vlog. Il y a eu un petit vlog, hein, Antoine Simon, tu l'as vu? Non, il est sur YouTube. Bon, on va regarder, tu vois l'intérieur chez Antoine Simon, tu vois plein de trucs. C'est sur le YouTube RMC Sport Combat. Mais t'as pas regardé encore? Non, j'ai pas vu. Oh là là, Ah, mais ça fait, il n'a pas besoin de regarder. Arrête, t'es le mec de RMC Sport qui regarde le moins les contenus RMC Sport sur YouTube. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Bon, les gars, merci beaucoup à toutes et à tous. Comme d'habitude, à ceux qui ont travaillé sur cette émission, toutes les équipes techniques, autour de Nicolas Lepin, éditorial autour de Anthony Sterpini, et puis la production avec Christophe Jallela. À très très vite dans la carte. Ciao.